Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast du meilleur de l'actualité de la filière blé, farine et pain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pain et Pétrin. Je suis Marianne, journaliste et spécialiste des filières céréalières. À votre demande, le thème que nous abordons pour cette nouvelle édition est celui de la lutte contre le gaspillage, en se penchant plus particulièrement sur la boulangerie pour ce podcast. Si cela est l'affaire de tous, on oublie qu'en Europe, plus des 2/3 du gâchis interviennent au stade de la production et de la distribution des aliments. Beaucoup d'initiatives émergent ces derniers temps pour aider les boulangers à réduire le gaspillage, au-delà du croissant aux amandes. Des solutions digitales pour écouler les invendus, des systèmes de collecte, des réinterprétations de la soupe, bien connues des artisans pour recycler le pain rassis. Mais avec Graines de Sens, nous avons choisi d'aller au-delà en vous proposant le témoignage d'une approche plus globale avec l'interview de Xavier Permas qui vient de lancer son activité « Les briochers de Xavier ». Elle se base sur un modèle économique qui limite le gaspillage. Xavier, bonjour. Bonjour. Donc, merci déjà d'accepter d'être parmi nous pour ce podcast Pain et Pétrin. Et donc, première question, comment est né ton projet Les brioches de Xavier ? Ouais, le projet est né d'une volonté en fait de remettre la main à la pâte. C'est déjà un premier par rapport à mon parcours professionnel, de faire un tout, également d'apporter ma contribution à retrouver le goût des saveurs, mais aussi d'avoir une production qui soit plus vertueuse par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie. D'accord. Tu nous parles de ton parcours, quel est-il ? On pourrait dire que mon parcours professionnel, c'est une histoire de cap, puisque j'ai démarré par un CAP. Suite à ça, j'ai continué jusqu'à un brevet de maîtrise. Et après, jusqu'à la reprise des études, jusqu'à un DESS et 20 ans dans des directions commerciales et marketing dans l'industrie agroalimentaire. D'accord. Et pourquoi ne plus être dans l'industrie agroalimentaire ? Eh ben écoute, en fait, j'ai été un peu poussé par rapport à, comme on dit, un accident de parcours suite à un rachat. C'est là où on découvre que 1 + 1, ça fait pas 2. Et c'est en fait des rencontres. J'ai été un peu bousculé sur le fait de, tiens, mon premier parcours et le deuxième, et si je faisais un tout. Et puis ça a été après finalement plein d'intuition où j'ai remis les mains dans la pâte pour refaire une de mes recettes de brevet de maîtrise, la fameuse brioche feuilletée. La brioche feuilletée, d'accord. Donc, est-ce que c'est Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est justement parce que tu l'avais passé au CAP et qu'il t'était forcément familier ? Ou est-ce qu'il y avait aussi un intérêt dans ton choix de modèle ? À l'origine, c'est de remettre les mains dans la pâte, c'était vraiment de refaire cette recette-là, puisque quand tu passes un brevet de maîtrise, t'en suis un peu, et il m'arrivait une déconvenue sur une recette de brioche, et j'avais fait cette recette-là. En fait, j'explique vraiment pas pourquoi. Ça a été simplement ça venait de l'intérieur. Voilà, ça a été une nécessité de le refaire, peut-être pour revenir à mes aspirations. Je suis venu à la pâtisserie, c'est un rêve d'enfant de 5 ans, un peu inspiré par mon grand-père qui était grossiste en boulangerie et pâtisserie. Donc j'ai vu des grands chefs comme Pierre Troisgros très petits. Et ça a été cette notion de gourmandise et de partage. Ça a été vraiment le fil conducteur, où si j'ai fait pâtissier, c'est pour transmettre le goût des bonnes choses et du savoir-faire artisanal. D'accord. Donc cette volonté t'a conduit à imaginer lancer ta structure. Tu as réfléchi à des modèles économiques et finalement celui pour lequel tu as opté, c'est lequel ? Alors, ce qui m'a amené en fait à revenir, c'est que quand j'ai fait cette recette, j'ai utilisé, parce que j'aime les bons produits, que des produits d'agriculture bio, de circuit court. Je connaissais les producteurs et ça a été le premier constat sur les saveurs. Je me suis dit, mais tiens, finalement, je ne retrouve pas ces saveurs-là quand je prends, on va dire, chez un boulanger commun. D'une part, par rapport à l'impact de ces coûts matières, qui n'ont rien à voir avec ce qui est utilisé dans les boulangeries et pâtisseries. Ça m'a amené à la seconde question. Est-ce qu'il y a un modèle économique, au jour d'aujourd'hui, qui permet finalement d'une part de conserver cette fabrication traditionnelle, artisanale, mais aussi d'utiliser des produits de qualité, de circuit court, pour pouvoir les revendre. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, ça a été une suite de logique, de questionnement, en disant, comment je pourrais mettre en œuvre cette fabrication ? Et la première question, pourquoi elle ne se fait pas, c'est d'une part par rapport à la perte occasionnée en viennoiserie. Il faut savoir qu'un artisan le matin ne connaît pas ses ventes, c'est évident. Donc ça représente 25% la perte moyenne constatée. Si on veut bien sûr prendre la part de marché, c'est à peu près 18% la viennoiserie sur le chiffre d'affaires du boulanger-pâtisserie. Mais si on veut prendre ces 18%, inévitablement, on va avoir 25% de perte.
Alors, pour éviter ces pertes, souvent, il y a deux solutions. Réduire l'offre, hein, c'est ce que l'on voit chez nos pâtissiers. Et la seconde solution, malheureusement, c'est ce que l'on constate, c'est d'avoir recours à une offre crue, surgelée, industrielle, qui permet, bien sûr, de calquer en fait l'offre par rapport à la demande, puisqu'il suffit de décongeler, de refaire pousser. En 1 heure, vous avez des produits prêts à vendre. D'accord. Et ben pour toi, évidemment, c'était pas question de choisir cette option. Et du coup, comment ça se traduit? Vers quoi tu t'es orienté? Ça a été en fait, on parle souvent du mode agile. Je sortais en fait d'une expérience professionnelle où on avait mis une marketplace servicielle, c'est-à-dire qui offrait des services de multitude auprès du consommateur. Et c'est cette notion d'agilité de dire, on va se mettre, plutôt que de penser un concept, écrire sur le papier. 15 jours après l'idée, j'étais dans un magasin de circuit court. Pourquoi le magasin de circuit court? Parce que c'est là où on trouve les meilleurs produits. Et c'est là aussi où on trouve le consommateur qui a choisi de consommer autrement. Donc pour moi, c'était une logique de dire, tiens, je suis dans le bon endroit. Maintenant, je vais commencer par produire et on verra bien ce qui se passe. Est-ce que les clients sont prêts à commander avant que je produise? C'était ça l'idée de départ, de dire, plutôt de remettre toujours la problématique à celui qui produit, c'est ce qui se passe, hein. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas créé, qui n'est pas produit, on est d'accord? Oui, tout à fait. Donc voilà, à partir de là, ça a été de dire, tiens, si je remettais la problématique au consommateur, parce que c'est lui qui détient la solution. S'il accepte finalement de passer sa commande 48 heures au moins avant son retrait, ça permet d'une part de fabriquer artisanalement. On a besoin de 2 jours si on veut justement faire la fermentation le premier jour, le façonnage le deuxième jour, et d'autre part, permettre une fabrication en zéro gâchis, puisque je ne fabrique que la commande qui a été passée. Et là, je n'ai plus les pertes des 25%. Donc ça me permet d'investir cette perte évitée dans la sélection des meilleurs ingrédients en amont pour permettre de déguster un produit qui reflète le goût d'un terroir. Très bien. Tu parles de produits de qualité et j'imagine que derrière, ça a un coût également. Si c'est prendre du bio, des produits de qualité, de terroir, dont on connaît l'origine exacte et de proximité, quel coût ça a? Tout à fait. On parle du prix du beurre à 12 €, des œufs à 26 centimes, je parle en hors taxe, le kilo. Oui. Donc effectivement, c'est plus du double par rapport à un produit classique. Mais il y a 2 sources d'économie dans ce modèle économique que j'ai lancé par rapport en fait déjà au fait qu'il n'y a pas de gâchis, mais aussi au fait que je n'ai pas de boutique. Pas de boutique. Et non, c'est qu'une boutique en ligne. D'accord. Donc les gens commandent en ligne. Oui. Et viennent le chercher, d'après ce que tu me dis, dans la boutique. Tout à fait. Alors dans des boutiques de magasins partenaires qui sont des magasins de circuit court, qui peuvent être aussi des hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles, qui sont à la fois des clients, mais aussi des magasins, des points de click and collect, des espaces de coworking. En fait, partout d'où tu te trouves, tu auras une solution pour aller chercher des briochés. Mais bien sûr, l'endroit privilégié, c'est d'abord les magasins de circuit court. Pourquoi ? C'est l'endroit où j'ai déjà en fait une clientèle qui souhaite déjà changer de comportement. Je m'abasse sans en fait en termes économiques. Donc un modèle basé sur la précommande qui évite le gâchis et les pertes si on prend la casquette d'entrepreneur, on est d'accord, du coup c'est une source d'économie comme tu le disais. Et le fait de savoir déjà ce qu'on va produire évite d'avoir à surproduire et du coup à perdre son temps aussi. Oui, mais ça n'a pas de sens avec les produits qu'on utilise. Je vais prendre le beurre de Vincent Hainaut. Il y a un travail énorme pour faire du beurre. C'est un beurre au lait cru. La fermentation justement se fait direct après j'allais dire en sortant du pied de la vache. On a après il n'y a pas de traitement thermique qui permet de conserver tous les arômes du lait et ce qui fait la singularité de ce beurre. C'est un beurre au lait cru. Donc tout ça n'a pas de sens si ça termine à la poubelle. C'est une hérésie. Tout à fait. Et puis pour toi, c'est aussi le moyen, si j'ai bien compris, d'avoir un rythme de vie plus souple, en tout cas, et plus cool, on va dire, que celui d'un artisan classique. Et effectivement, ça aussi, quand j'ai travaillé à peu près 7 ans en pâtisserie, je faisais 70 heures par semaine. On bosse tout le temps, quoi. C'est pire que le métro boulot dodo. on n'a plus de vie. En plus, à l'époque, c'était encore différent de maintenant. Donc effectivement, là, au moins, ça permet de
d'avoir une qualité de vie aussi plus en adéquation avec le temps d'aujourd'hui. Bon, même si le dernier jour faut cuire, mais ça reste tout acceptable. Et ça aussi, c'était important pour moi. C'est quand même dommage que ceux qui produisent de leurs mains soient toujours finalement, alors le mot est peut-être un peu fort, mais bon, c'est celui que j'avais quand j'avais une vingtaine d'années, esclave de ceux qui apprécient les bons produits. Oui, et en plus se tuer à la tâche pour le voir, voilà, ça, pour voir moi, les produits ça n'avait pas de jetés, sens. c'est d'autant plus frustrant. Et donc, ces produits que tu cuis, que tu prépares, t'as pas de boutique et comment tu t'organises? Tu sais fait dans ta cuisine? Je suis passé par là, même si j'ai une cuisine plutôt Oui, bien j'imagine. équipée, hein, tu t'en doutes. Mais non, je suis passé en fait par d'abord de rencontrer des artisans qui aiment aussi bien produire. Ça a été une rencontre humaine, comme à la base tout projet, puisque je fais fabriquer chez un artisan qui lui aussi fabrique artisanalement, et ça permet d'une part de coproduire, puisque j'ai commencé à produire, il fabrique une partie où il fait la D'accord. cuisson, donc c'est, on va dire, à quatre mains, et ce qui permet aussi d'être en temps masqué vis-à-vis de sa fabrication, puisque lui est encore dans une fabrication, on va dire, classique, hein, où il se lève assez tôt. Donc moi, en fait, je me sers des fours et des pétrins quand eux ne s'en servent pas. Donc il y a vraiment une adéquation, et on arrive justement à optimiser un temps. Et puis ça permet aussi aux pâtissiers, c'est leur mot, dit c'est agréable de travailler des produits tels que ceux des briochés, parce que on n'a jamais, enfin, il n'avait pas eu l'occasion de pouvoir les travailler, ne serait-ce que par rapport au coût. Donc il y a aussi un plaisir de ceux qui produisent qui fabriquent pour les briochets de Xavier, d'utiliser des nobles matières premières et de retrouver finalement le temps de bien réaliser les choses. Oui, j'imagine. Et tu parles de monoproduit, mais en fait, c'est pas totalement monoproduit parce que c'est toute une déclinaison autour de la brioche feuilletée. Tout à fait, en fait. Alors, pourquoi la brioche feuilletée? J'aurais pu partir sur autre chose, hein, je l'explique toujours pas. Cette brioche feuilletée, je l'ai déclinée en sucré, en salé. Alors, j'ai pas mal voyagé, et finalement, dans chaque région, j'ai trouvé, il y avait les fougasses dans le sud, il y avait, bien sûr, ici, on a le Queen Amman que j'ai revisité. En fait, on peut faire plein de choses avec cette pâte de brioche feuilletée, aussi bien en sucré, en salé et en dessert. Donc, c'est pas que de la viennoiserie, c'est vraiment tous les moments de la journée. C'est intéressant aussi. Et c'est un produit qui se conserve aussi, qui a une durée de vie pour le consommateur relativement longue ou pas du tout? Alors, tu dis ça à un pâtissier, moi, la brioche, quand elle sort du four, c'est là où elle est la meilleure. Donc, j'ai envie de te dire, dans la journée, c'est là où on aura les meilleurs arômes. Maintenant, du fait que ce soit une brioche feuilletée et qu'il y a quand même 600 grammes de beurre pour 1 kilo de farine, donc forcément, elle se conserve mieux. Tu la mets je dirais, dans un chiffon ou même dans un cello frais, tu pourras la conserver, mais du fait de ce mode de fabrication, je pense que c'est bien aussi de prendre juste le besoin pour pouvoir finalement avoir le plaisir de déguster un produit chaud quand il vient d'être fabriqué, et puis quitte à repasser commande après, hein, mais ouais, je suis pas dans une logique de pourquoi faut-il que ça se conserve. Voilà, pourquoi le garder? Prenons la juste quantité et puis on se fait plaisir. Tout à fait. Et donc, des bons produits sur lesquels tu communiques beaucoup aussi, puisque l'idée, c'est aussi de mettre en avant les terroirs et les artisans de tes matières premières. Tout à fait, c'est des reportages qui sont... Alors déjà, je sélectionne tous les producteurs, donc ça soit par exemple le Moulin Berthaud actuellement pour la farine, alors c'est la farine bio bien évidemment, qui est produite autour de Rennes, mais également une démarche auprès des agriculteurs où ils connaissent leur prix d'achat de leur blé avant même de planter. Et ça, je peux vous assurer, moi quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah bon, parce qu'autrement ils le connaissent pas. Eh ben non, c'est comme si nous, voilà, le fruit de notre travail à la fin du mois, on se dit, non, on va voir combien on va te payer à la fin du mois si on te paye. Et pour moi, c'est aussi un des critères, c'est qu'il y a un sens économique pour que ceux qui produisent de leurs mains puissent bien en vivre. Hein, c'est dans plein de business, en fait, souvent celui qui a la meilleure rémunération, c'est celui qui touche pas le produit. Ça n'a pas de sens, quoi. Faut à un moment donné qu'on se pose Oui, des tout à questions. fait. Oui, et c'est dans l'air du temps aussi. J'ai l'impression que les consommateurs, enfin, pour reprendre le fameux terme consommateur, prennent de plus en plus conscience de ces difficultés et de cette importance de rémunérer chacun à sa juste valeur, on va dire.
Alors oui, il y a une tendance, et on le voit notamment avec l'émergence Mhm. des magasins de circuit court, hein, c'est une vraie tendance, hein. Il y a des ouvertures, alors, il y a d'autres chaînes, je vais pas citer il y a vraiment une tendance de fond. Je vais vous citer un exemple, hein. Un café, tout le monde trouve normal de le payer Mhm. 1,50 €, un expresso dans un café. Hein, c'est à peu près le prix. Et un croissant, prix moyen, 90 à 1 €. Tu crois C'est pas qu'il ça, y a quelque chose quand effectivement. même faut peut-être qu'on se pose des questions. C'est vrai que dit comme ça saute aux yeux. Voilà, donc voilà, je pense que ça prendra du temps quand même, mais c'est aussi la volonté pour moi de faire quelque chose, d'apporter ma goutte d'eau et de reproduire cette démarche après dans des villes, pas la région parisienne, hein. Je veux vraiment m'attacher d'abord dans des villes qui ont un terroir pour pouvoir à chaque fois fabriquer localement et d'avoir cet atelier de fabrication proche finalement des lieux de production. Quand on le dit, c'est tellement plein de sens, mais c'est pas ce que l'on a fait depuis plusieurs Oui, décennies. tout à fait. Et donc, si tu arrivais, ce qu'on peut te souhaiter, à ne plus pouvoir fournir toi, l'idée, ça serait d'en créer d'autres des ateliers comme le tien, c'est ça? Tout à fait, c'est en fait De faire du un petit. peu comme l'idée d'une ruche, hein, que lorsqu'elle est trop importante, elle se divise, et toujours pour être construire un écosystème. C'est vrai que le mot est un peu galvaudé maintenant, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire il y a un atelier de fabrication avec des producteurs locaux et des magasins ou des partenaires qui peuvent être de différentes formes, hein, que ce soit des magasins de circuit court, des espaces de coworking, des hôtels, 4 étoiles ou 5 étoiles. C'est en fait tous les lieux où un consommateur, je dirais, sera en lien, voilà, proche de chez lui pour pouvoir aller retirer sa commande et à chaque fois avoir l'assurance de déguster une fabrication artisanale produite que sur sa demande pour avoir le fameux zéro gâchis, mais également de sentir toutes les saveurs de ces terroirs. C'est vraiment ça, un bon produit, il faut des bons ingrédients. Tout à fait. Et donc, tu parles de produits triés sur le volet, de production. Donc, on peut pas dire que c'est de la production de masse, c'est de la production à la demande. Tout cela, ça se paye. À combien tu proposes tes brioches? Alors aujourd'hui, pour la brioche de 500 grammes, je suis à 11,90 TTC. Sur des brioches, des lots de 2 hein, qui sont à peu près 110 grammes par unité, donc 220 grammes, je suis à 3,90. Donc somme toute, alors en province, hein, sur Rennes, hein, somme toute, je suis allé sans abonnement, hein, je suis allé 1 € au kilo plus cher qu'un bon boulanger pâtissier. Qui va être à 20,50 € la brioche feuilletée au kilo, quand moi je pourrais aller à Ouais, 22,50 €. effectivement. Et si tu prends un abonnement, je suis à 20 € parce que là il y a la fidélisation, mais aussi le fait que je n'ai pas de boutique et il n'y a pas de perte. Donc c'est vraiment investi, donc je suis très très proche Oui. finalement d'un bon boulanger pâtissier. Oui, oui, je vois ça. Et donc, tu parles de proximité, de transparence, etc., d'écosystème. Mhm. L'écosystème, si j'ai bien compris, tu essayes aussi d'intégrer de plus en plus le consommateur dans cet écosystème. Tout à fait. Alors, d'une part, en partageant, il y a une totale transparence sur le site. C'est aussi pour moi, c'est essentiel cette transparence, hein. Quand on mange un croissant, on ne sait pas d'où il vient dans une boulangerie-pâtisserie, donc c'est bien dommage parce qu'il y a des bons artisans et je tiens à souligner, je m'appuie sur ces bons artisans, hein. C'est Mhm. vraiment au contraire pour les mettre à l'honneur et de coproduire avec eux pour qu'on puisse justement présenter à la fois nos producteurs sur le site, comment on fabrique, de partager la recette, parce que la gourmandise, ça se partage. Il y a des ateliers qui ont lieu une fois par mois. Alors, le Covid est passé par là, hein, mais Oui. donc on verra sous quelle forme on fait les prochains. Mais c'est aussi l'opportunité de venir une fois par mois, apprendre à faire une recette, d'imaginer ensemble les recettes de demain. Pour moi, c'est primordial, ce lien avec tous les gourmands, en fait, hein, parce que c'est un partage extraordinaire, et c'est ça, moi, qui m'a amené à être pâtissier, à ce rêve d'enfant de 5 ans, c'est la gourmandise et c'est le partage, de voir, quand je fais déguster une briochée à des enfants, pour moi, c'est essentiel que les enfants Oui. apprécient, ils me regardent avec le sourire, ben voilà, c'est ça ma plus belle Ouais. récompense. Et puis oui, c'est aussi en plus un vecteur pour aller vers d'autres goûts si tu les multiplies avec plein d'ingrédients différents. Donc là, ça fait Tout à fait. un peu plus de 2 mois que la boutique en ligne est lancée. Le démarrage, comment ça se passe?
Bah écoute, alors j'étais en phase, j'avais mis en place voilà, de quoi démarrer et tester. Donc les tests ont été positifs, surtout pour le mois de septembre, parce qu'il n'y avait pas le confinement, par rapport à la fidélisation, par rapport à la typologie de clientèle, et puis aussi, j'ai recommencé là, puisque ça y est, là maintenant c'est la phase, la société est créée, et c'est la phase d'accélération comme on dit. Donc c'est aussi pour pouvoir faire fi, on va dire, de cette situation et de trouver finalement une autre proposition aux consommateurs pour pouvoir faire aussi bien des points de livraison ou d'avoir une multitude de connexions avec eux. Donc je dirais maintenant, c'est me faire connaître, c'est de proposer. Alors il y aura très certainement aussi du pain, ce qu'on appelle respectus panis, c'est-à-dire sans pétrissage, au levain, avec toujours la super farine d'un meunier en bio où il y a une économie aussi derrière qui est singulière. Donc tout ça aussi pour vraiment représenter les valeurs de la fabrication artisanale, mais en interrogeant le consommateur aussi pour lui dire c'est bien de déguster un bon produit, mais il faut peut-être aussi penser à ceux qui le fabriquent, pour leur laisser le temps et aussi de vivre plus en phase, on va dire, avec aujourd'hui les rythmes que l'on connaît. Là, il est bientôt l'heure du goûter. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme brioche sucrée à cette heure-ci? Alors écoute, alors moi ma Madeleine de Proust, c'est un souvenir par rapport à ma grand-mère, c'est la fameuse tarte fine brioche feuilletée aux poires. Il n'y a rien de plus simple, hein, c'est simplement la brioche feuilletée étendue dans du sucre grain, du sucre de canne, sucre roux, ce que l'on appelle, et une poire finement coupée posée dessus. D'accord. C'est tout. Et tu cuis ça, et là tu as le croustillant un peu du caramel dessus, la fraîcheur de la poire. C'est un truc, tu prends une bouchée, tu finis la deuxième, quoi. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est revenir à des vraies valeurs, à de la simplicité. Et en salé, par exemple, pour avoir une idée un petit peu de... Alors, je suis à chaque fois, c'est important, hein, je suis le rythme des saisons, donc je mets à l'honneur à chaque fois des recettes suivant les légumes, les fruits, et il y a un rythme qui va s'accélérer. Donc là, en ce moment, c'est la poire fourme d'Ambert et des éclats de noix. Et là, avec un petit verre de Quincy, on n'a pas le droit d'en parler, mais c'est pas mauvais. Ah non, mais oui, c'est un écosystème, il faut que tout le monde y trouve sa place. Hein. Bientôt, il y aura peut-être aussi des cours de fitness, non? Si ça marche trop bien. Alors, ce qui compte, mais en fait, tu vois, dans cette démarche-là, c'est de se faire plaisir, mais à bon escient. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut, en prenant un petit peu, se faire plaisir. C'est pour ça que j'ai plusieurs marchés et que je compte pour pouvoir me développer et aussi en vivre, parce que c'est quand même aussi le but d'une société, c'est d'être dans plusieurs villes, simplement de reproduire cette philosophie de fabrication dans plusieurs villes. Là, partout, il y a un terroir, partout, il y a des spécialités. Hein. À Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, il y a plein de choses à faire. Et puis, écoute, on verra. Mais déjà, voilà, je sais faire ma part. C'est la fabrication artisanale, celle qui utilise les mains, des bons produits, et faire plaisir, et puis en quantité suffisante. Voilà, Oui. Tu parles de ces villes, ces grosses villes de province. Il y a déjà des pistes, il y a déjà des contacts de gens qui seraient intéressés pour faire leur ruche. Alors, j'ai toujours gardé mes contacts dans la profession, hein, donc... Mais déjà, je me concentre sur Rennes, puisque c'est là où je dois faire mes preuves. Mais effectivement, les pistes et les contacts sont déjà établis sur Lyon et sur Nantes, aussi bien pour des clients que pour l'atelier. Oui, c'est un beau projet. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Écoutez, déjà, je vous remercie pour cette interview, puisque c'est déjà une belle opportunité. Plus on partage, plus on grossit, hein, c'est pas de moi. Alors bon, faut faire un peu d'exercice, si je pense. Mais écoute, de partager, et puis si vous avez l'opportunité de déguster les briochés de Xavier, j'en serais ravi. Dès qu'on a le droit d'aller à Rennes et qu'on en a l'occasion, on n'y coupera pas, je pense. Hein, on va en profiter. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et pour cet échange. Et puis, longue vie aux brioches de Xavier. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Vous avez peut-être des questions à poser à propos des briochés de Xavier. Je vous invite à les poser en message direct sur le compte Instagram Graines de Sens avec un 2 en chiffres ou en envoyant un mail à l'adresse contact@grainesdesens.fr. À Xavier, nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible.
Si cette édition vous a plu, et pour nous encourager, je vous invite à en parler autour de vous. Avec Graines de Sens, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, toujours sur le thème de la lutte contre le gaspillage. À très bientôt sur Pain et Pétrin.